Des Amazones de l'Antiquité aux Femmes, des pétroleuses de la Commune aux combattantes kurdes, les femmes engagées ont toujours vu leur combat soit oublié, soit minimisé, soit ridiculisé. Alors un collectif d'historiens rétablit la vérité dans Combattantes, une histoire de la violence féminine en Occident aux éditions du Seuil. Un ouvrage sous votre direction, Martial Poirson. Bonsoir, bienvenue dans 64 minutes. Carole Mann, vous êtes sociologue spécialisée dans la problématique du genre et conflits armés, chercheuse associée au laboratoire d'études de genre et de sexualité à Paris 8 et directrice du think tank Women in War. Contrairement à l'imaginaire collectif, les femmes n'hésitent pas à recourir à la force. Une femme violente, est-ce que c'est l'anti-femme ? Je ne crois pas, non, c'est une expression de féminité aussi, enfin de féminité. L'être femelle peut être violent. Regardez la tigresse qui protège j'allais dire des chatons, ses bébés, petits, enfin, ces petits, ils sont... Mais là on parle des humains, on parle des femmes. Est-ce qu'il n'y a pas une transgression de cette image maternelle, nourricière quand on parle d'une femme violente? Oui, tout à fait. En fait, on est dans une remise en cause du mythe de l'innocence féminine autour duquel s'est construit, en tout cas en Occident, et pas seulement d'ailleurs, une grande partie de l'imaginaire culturel de nos sociétés, partant du fait que la femme était du côté du soin, du côté de l'attention, du côté des valeurs maternelles et maternantes, et donc que toute forme d'invasion du terrain militaire, armé, ou même tout simplement de la défense, y compris passive, était considérée comme une forme de transgression. En fouillant dans les archives et en parcourant votre bouquin, on se rend compte qu'en fait, ces figures sont assez nombreuses à travers l'histoire. Oui, tout à fait. Alors, il y a un effet de biais, finalement. Dès qu'on commence à mettre un petit peu le nez dans les archives, on en trouve simplement l'image qui a été véhiculée au cours des siècles, a procédé à une sorte de double mise entre parenthèses. D'abord parce que femme dans un monde, dans une histoire qui était écrite massivement par les hommes, et aussi parce que femme rebelle, femme indocile, contrevenant aux stéréotypes de genre. Donc, on a une sorte de double invisibilisation. Double invisibilisation, vous êtes d'accord avec ça? Oui, sauf que j'estime que la violence fait partie de la nature des femmes tout autant que des hommes, mais s'exprime autrement. Alors, dans le livre, on va avoir l'occasion de développer tout ça, parce que dans le livre, en fait, vous avez rassemblé des héroïnes avec des combats plutôt nobles, à d'autres, celles qui ont des combats moins nobles. On pense par exemple aux gardiennes des camps nazis, les combattantes de Daesh. Pourquoi ce choix ? Alors, le regard de l'historien se doit d'être objectif, donc on voulait absolument pas retomber dans une forme de normativité, distribuer les bons et les mauvais points, et la violence féminine, si on la reconnaît en tant que telle, peut effectivement aussi se dévoyer dans des combats que l'histoire considère comme indignes. Est-ce que sur la question de la violence, les motivations des femmes sont différentes de celles des hommes ? Il y a des violences motivées idéologiquement, celles qui font des révolutions, et il y a des violences qui viennent d'une réaction, celle à la base de rébellion. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc il y a une orientation, une utilisation de cette violence par la colère d'un côté, par la construction d'une idée. J'ai vu défiler des images de femmes kurdes là du Rojava, et là c'est une violence, si l'on veut, idéologique, dans la mesure où elles se battent contre Daesh, mais elles se battent pour des principes égalitaires uniques dans le Moyen-Orient. Est-ce que ça, justement, j'allais y venir, ces combattantes kurdes, on en a beaucoup parlé, c'est dans l'actualité récente. Est-ce qu'il y a une espèce de révolution féministe aussi qui se passe un petit peu à travers ça? Leur image, en fait, est plutôt positive. Oui, tout à fait. C'est une révolution féministe. C'est une révolution, entre autres féministe, disons, égalitaire. Et je les ai rencontrées et ça a été tout à fait remarquable parce qu'elles demandent, elles et la société, le Rojava, cette institution, ce lieu, qui les soutient et qui a mis tout ça en place, est en train de faire un type de société tout à fait alternative, écologique, égalitaire, aussi laïque que possible. Est-ce qu'elle inverse, parce qu'il y a ce regard qu'on porte sur les femmes, est-ce qu'elle inverse justement là quand je vous écoute? Est-ce qu'on n'est pas en train de les magnifier? Est-ce qu'on n'est pas en train de les renvoyer encore dans leur statut de femme avec un idéal? Est-ce que ça ne va pas à l'inverse trop loin? Mais pourquoi? Est-ce que seules les femmes seraient idéalistes si on les renvoie à quoi? Je veux dire, elles sont motivées dans ce qu'elles font, dans ces armées, mais c'est pas un stéréotype féminin. Les idéalistes et les révolutionnaires sont ce qu'ils sont. À l'autre bout du spectre, dans la même région, il y a les femmes, les combattantes djihadistes, femmes et terroristes. Là, c'est le tabou ultime.
Oui, c'est le tabou ultime et on voit que le discours social d'ailleurs qui est produit sur elle reconstruit. C'est intéressant d'ailleurs la discussion qui vient d'avoir lieu puisqu'au même titre qu'on a peine à imaginer la sincérité de l'engagement des combattantes kurdes, donc on cherche toujours à les ramener à des déterminismes, et bien de la même façon, on a beaucoup de peine à imaginer la sincérité d'un engagement de combattantes djihadistes au motif d'une certaine vision de l'islam comme humiliante pour les femmes, etc. Et c'est très intéressant de voir qu'effectivement à l'intérieur d'un mouvement qui est globalement une forme d'arraisonnement des femmes très très puissante, et bien finalement il y a des femmes qui s'élèvent en fait et qui soutiennent, peut-être avec sincérité, la question en tout cas mérite de leur être posée sur cette cause. Donc on voit bien que les logiques de discours cherchent toujours à discréditer l'engagement, et on entend d'ailleurs sur ces femmes djihadistes systématiquement l'idée selon laquelle elles sont manipulées, elles sont téléguidées, télécommandées par des hommes. Peut-être qu'elles sont en fait dans un combat qui est Les hommes justement, est-ce que du coup, ils se sentent dévirilisés face à ces femmes, notamment par exemple chez les Kurdes? Je ne crois pas, parce qu'ils ont des tâches spécifiques. Enfin, il y a une armée de femmes, une armée d'hommes, et ils peuvent travailler ensemble ou séparément. Mais justement, c'est ça de l'idéologie. En fait, il y a beaucoup d'éléments qui les rapprochent de Daesh, dans la mesure où ils sont conduits par une idéologie avec laquelle on peut être d'accord ou pas. Mais c'est ce qui les guide, et c'est ce qui les fait dépasser certains stéréotypes de sexe, mais pas tous. Parce que les axes de domination du côté Daesh restent masculins. À ceci près que pour un combattant de Daesh, être tué de la main d'une femme est l'humiliation suprême, puisque ça prive du nirvana des combattants. Oui, je vous propose qu'on fasse un pas de côté. Vous allez voir pourquoi on va s'intéresser aux espionnes. La problématique est un petit peu la même. Et si 007 était une femme? Question qu'on s'est posée. Un roman graphique et une série d'animation rend à ces femmes leur place dans l'histoire des services secrets. Le reportage est signé Karine Barzegar. C'est l'histoire d'une journaliste qui voulait rencontrer des espionnes. Mais ça ressemble à quoi, en vrai, une espionne? Non, parce que les récits historiques en font tous des tonnes sur Mata Hari, alors que ce n'était pas une professionnelle du renseignement, mais une courtisane. L'espionne, une séductrice, sournoise et sexy. Un mythe qui perdure et qui agace Chloé Aberhart, autrice du roman graphique et de la série animée Les Espionnes racontent. Soit c'est toujours les mêmes figures, soit quand on est dans la fiction, là, ce sont des figures fantasmées, souvent par des créateurs masculins, et souvent, ces personnages féminins servent de faire valoir un James Bond, ou sont ni plus ni moins que des prostituées qui vont coucher pour avoir des infos. Ce qui vous en conviendrait est pour le moins réducteur. Du coup, la journaliste s'est mise à chercher des espionnes, des vraies. 5 ans d'enquête via des réseaux d'anciens militaires et d'agents secrets à la retraite. C'était assez amusant en fait que tous ces messieurs, souvent d'un certain âge, me vantaient les mérites des femmes, alors que très peu en avaient fait travailler. Au final, elle rencontre 6 femmes, toutes des professionnels du renseignement pendant la guerre froide. Des analystes, mais aussi des agents de terrain, comme l'américaine Jonna Mendes. C'est la plus hollywoodienne des espionnes que j'ai interviewée pour mon livre. À la CIA, elle occupait le même poste que Q dans James Bond. Elle apprenait aux officiers de terrain à se servir des gadgets. On est dans des histoires plus romanesques que les romans et plus cinématographiques que le cinéma, d'autant que la CIA a été aidée déjà par Hollywood, par des maquilleurs qui justement les aidaient à développer ces gadgets et à développer les différentes astuces pour les utiliser. De Washington à Moscou, en passant par Paris, Munich ou Tel Aviv, voyage à la rencontre d'agents de la CIA, du KGB ou du Mossad. Traque d'anciens nazis en Amérique du Sud, chute du général panaméen Manuel Noriega, exfiltration des juifs falachas d'Éthiopie vers Israël. Chaque mission souligne le rôle décisif joué par ces espionnes. Rouage clé, souvent oublié, de l'histoire mondiale des services secrets. Alors, qu'est-ce que vous disiez? On est de retour à l'antenne. Qu'est-ce que vous disiez sur les services secrets? Non, mais c'est tout à fait autre chose. On parlait de Bukavu avant. Alors, oui. On va y venir. Du coup, vous me faites une transition, puisque vous avez mis en place des cours d'arts martiaux pour les filles au Kivu, et ça, c'est en formidable. République démocratique du Ça Congo. aussi. Ça, c'est aussi la violence, mais c'est une violence contrôlée. Absolument, une violence de défense.
et qui est absolument essentiel parce que à Bukavu, c'est où il y a le docteur Mukwege, on sait qu'il y a des viols de masse et on a pensé que peut-être des cours d'arts martiaux sont la meilleure façon de se défendre. Alors, de self-défense. Alors, ce sont des enfants, comme vous voyez, des petites filles de 6 ans à 18 ans, des scolaires qui apprennent des gestes de base que malheureusement, elles vont être obligées d'utiliser un jour probablement à cause de la violence ambiante. Alors, on a mis ça en place avec une association formidable sur place. Et c'est vraiment bien. Afiafev fait ça et c'est très bien. Quand vous voyez ça, vous qui êtes historien et qui sortez ce livre, qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion? Est-ce que ça veut dire que aussi cette violence est mieux assumée? Non, je pense que cette violence, elle a toujours été assumée. Moi, ça me fait penser, avec une certaine émotion d'ailleurs, au cours de Jujitsu, des suffragettes dans les années 1900 en Angleterre, qui vraiment allaient en découdre avec la police. Ça me fait penser également à la revendication du droit de s'armer pour les tricoteuses, donc les citoyennes révolutionnaires pendant la Révolution française, droit qui leur a été refusé. Donc je pense qu'il y a toujours eu finalement une revendication au titre de l'autodéfense, finalement, de groupes de femmes qui s'organisaient, qui étaient structurés par des maîtres, qui avait la clairvoyance justement de pouvoir leur donner cette maîtrise des armes et qui là encore bouleversait un tabou puisque dans la société occidentale, le monopole du port d'armes est aux hommes. Il y a un strict partage des fonctions de défense. Ce qui est en train de changer aussi, puisque les femmes ont un rôle de plus en plus important dans les armées, on va même les chercher et on conclura là-dessus. Oui, beaucoup de gouvernements, je pense à l'Amérique du Sud, ont toutes sortes de publicités pour faire venir des femmes dans les armées. C'est la même énergie qui va dans les FARC et dans les groupes armés. Alors, ils ont compris qu'il y a une énergie à capter et une volonté peut-être d'agir, d'utiliser des armes. Donc, une violence utile, si on veut. Combattante, une histoire de la violence féminine en Occident, sous votre direction, Martial Poisson. Merci. Merci à vous aussi, Carole Mann. Je rappelle votre dernier ouvrage, Nous partons pour une destination inconnue, femmes juives pendant la Shoah en France, chez Albin Michel. Et puis, merci aussi à la journaliste Mariam Ashrafi pour les photos des combattantes kurdes sur lesquelles vous êtes appuyée tout à l'heure. Merci à vous deux.